Bonjour à tous, je suis ravi de participer au Festival Latin-Grec et à cette édition consacrée à Apulée et à son œuvre donc les Métamorphoses. Je souhaite aujourd'hui présenter une petite communication consacrée donc à la place de l'alimentation dans l'œuvre d'Apulée, puisque l'alimentation fait partie de mes spécialités de recherche, avec l'idée donc de comprendre un petit peu ce que l'œuvre d'Apulée peut nous dire des pratiques alimentaires des Romains et de leur table. Eh bien, l'étude de l'alimentation antique conduit bien souvent, lorsque l'on s'appuie sur les textes, à analyser le Satyricon de Pétrone. Les détails sur le banquet, évidemment, le fameux banquet de Trimalcion, ils sont foisonnants, mais ils doivent avant tout être compris comme une forme de parodie du goût de certains riches romains. D'autres œuvres littéraires de l'époque impériale ne doivent pas être négligées, pour autant, dans l'approche de la table des Romains. Par exemple, les satyristes comme Martial, ou bien encore les métamorphoses d'Apulée. Dans cette œuvre romanesque, on peut relever en effet de nombreux détails concernant l'alimentation, qu'il s'agisse des auberges jugées repoussantes ou de savoureux repas. Cette communication propose donc un voyage culinaire dans l'œuvre d'Apulée afin de comprendre ce qu'elle nous dit de la table des Romains. Il ne s'agira pas évidemment d'une étude exhaustive des mentions des aliments chez Apulée qui sont fort nombreuses, mais d'une série d'exemples significatifs permettant de restituer les pratiques alimentaires aussi bien au banquet qu'à l'auberge et également de relever certains lieux communs de la littérature antique concernant les plaisirs de la table. Je tiens à préciser également que je m'appuierai sur la traduction d'Olivier Serre, publiée aux Belles Lettres, de même que pour les autres textes que je présenterai. Suivons donc pas à pas le chemin qui nous mène jusqu'au repas et aux délices du banquet en commençant avec les marchés. L'œuvre d'Apulée comporte effectivement de nombreuses mentions d'aliments, comme je le disais en introduction, et à ce titre, les marchés tiennent évidemment une place tout à fait stratégique dans l'acquisition de denrées qui contribueront au plaisir du banquet et à sa réussite. C'est l'importance des produits de la mer. Or, les produits de la mer, comme je l'ai un petit peu soulevé précédemment, figurent parmi les produits les plus prisés des gourmets, mais également figurent parmi les produits dont les prix peuvent atteindre des sommes astronomiques. Et effectivement, Horace, dans les Satires, ou Pline l'Ancien dans l'Histoire naturelle, rappelle les sommes astronomiques qui peuvent être déboursées pour certains poissons, et notamment plusieurs milliers de sesterces, ce qui représente évidemment une somme considérable. Sur les côtes, évidemment, le poisson est frais. Mais lorsque l'on se trouve à l'intérieur des terres, à plusieurs jours de voyage des côtes, du littoral, eh bien, évidemment, le poisson est transporté sous forme de conserve ou de salaison, ce que l'on appelle d'une façon générale les salsamenta. Alors, dans les riches maisons, comme chez Plaute par exemple, mais on voit aussi beaucoup d'esclaves évidemment dans l'œuvre d'Apulée, eh bien ce sont ces esclaves qui font aussi office de cuisiniers qui s'arrachent à prix d'or sur les marchés comme le laisse entendre notamment Pline l'Ancien dans l'Histoire naturelle. Ces esclaves doivent avoir certaines connaissances des produits qu'ils doivent acquérir pour évidemment satisfaire le goût de leur maître. Et dans le banquet de Trimalcion, on voit bien évidemment l'importance de la qualité des produits, puisque le riche affranchi n'a de cesse de se vanter de la qualité des produits, qui viennent tous de ses propriétés, en insistant sur leur origine géographique, pour évidemment impressionner ses convives. Pendant que les esclaves préparent le banquet, dans les cuisines, dans des cuisines jugées souvent enfumées, des espaces étroits à l'écart de la salle à manger, eh bien, le maître de maison et ses amis peuvent reprises dans l'œuvre d'Apulée, et où l'on peut justement donc déceler cette articulation entre les termes et le banquet. Ce passage au bain apparaît comme un rite voilà, social où il s'agit de nettoyer son corps avant tout au terme d'une journée de travail, mais en réalité, il ne faut pas négliger la dimension diététique du passage au terme.
Effectivement, les bains tiennent une place centrale dans la diététique qui, je le rappelle, ne concerne pas seulement l'alimentation. Elle concerne en réalité toute l'hygiène de vie, c'est le sens du mot diaita finalement en grec hein, ou regimen en latin. Et dans cette hygiène de vie, hein, aux côtés de l'alimentation, les bains, les exercices physiques, les massages par exemple, hein, tiennent une place importante dans l'équilibre du corps et dans l'équilibre des humeurs, puisque je rappelle hein, que la médecine antique, évidemment, repose notamment, enfin, en tout cas dans la tradition hippocratique, hein, sur la théorie des humeurs. Alors, un autre passage d'Apulée, justement, au livre 1, traduit hein, les préoccupations diététiques, hein, puisque le héros raconte que les médecins sérieux n'ont pas tort de pronostiquer qu'un excès de nourriture et de boisson leur dit le sommeil et provoque des visions cauchemardesques. J'avais bu un doigt de trop hier au soir, total, je n'ai pas digéré de la nuit, et ça m'a déclenché des rêves si horribles et épouvantables que même maintenant, je me crois maudit et arrosé de sang. Donc bon, là il n'est pas question de bain, mais en tout cas, on relève dans ce passage hein, l'influence des médecins dans les choix alimentaires et dans la façon de manger, dans la façon de régler son régime. Alors, je reviens un instant aux bains, donc, qui apparaissent hein, à plusieurs dans l'histoire naturelle. Hein, Pline l'Ancien nous dit qu'on range parmi les remèdes souverains le fait de s'abstenir de toute nourriture ou de toute boisson, donc il s'agit d'un jeûne médical, ou bien seulement de vin ou de viande, ou encore de bain, quand la santé requiert l'un de ces procédés. Alors, ces bains, en fait, plus précisément, doivent notamment favoriser la digestion, puisque la grande préoccupation des médecins, lorsqu'il est question de diététique, est de stimuler le ventre, de faciliter son fonctionnement. Or, la chaleur des eaux, hein, que l'on peut expérimenter au terme, eh bien, exerce une influence sur les humeurs et sur l'estomac et son fonctionnement. Il est extrêmement important, effectivement, que la digestion se déroule au mieux afin que les humeurs ne s'en trouvent pas déséquilibrées. Et c'est en cela que les bains doivent aussi apporter un équilibre hein, par rapport à l'hygiène de vie et par rapport au régime alimentaire. Des bains qui, par ailleurs, hein, peuvent tout à fait être prescrits à titre thérapeutique hein, pour des patients. Et je citerai à ce titre hein, l'œuvre d'Aelius Aristide, qui est d'ailleurs un contemporain d'Apulée, qui, dans les discours sacrés, eh bien, fait le récit de ces nombreuses maladies, parfois plus ou moins exagérées, voire imaginaires. Il se rend dans de nombreux sanctuaires de guérison, hein, consacrés à Asclépios, hein, à Épidore par exemple, ou à Pergame, et où, bien souvent, les bains jouent un rôle tout à fait central dans la cure qui lui est prescrite au terme de l'incubation, c'est-à-dire de la nuit passée au sanctuaire, où le rêve doit permettre de déceler le traitement donc, qui est prescrit. Mais par rapport au banquet, les bains sont aussi un espace de sociabilité, comme je le disais tout à l'heure, et où il est généralement d'usage d'être invité ou d'inviter. Alors, dans les épigrammes de Martial, on relève bien cet aspect, puisqu'il est dit, par exemple dans une des épigrammes, tu n'invites à dîner qu'Ota en dehors de tes compagnons de bain, et seules les salles de bain te fournissent tes convives. Je m'étonnais que tu n'eusses jamais, Cotta, songé à m'inviter. Je vois à présent que j'ai dû te déplaire, nu. Donc le ton de l'humour ici, évidemment, permet de révéler l'importance hein, stratégique dans les sociabilités, dans l'hospitalité du bain, qui, je le rappelle donc, est un rite hein, qui précède le banquet. Alors, pendant ce temps, tout à l'heure, hein, en guise de couverture, est une statue donc conservée au musée archéologique de Naples, où l'on voit deux cuisiniers affairés à cuire un sanglier qui déborde de la marmite. Il s'agit donc d'une copie romaine d'un original d'époque hellénistique, et qui fait écho en réalité à ce que l'on peut lire dans les œuvres comiques, c'est-à-dire où les cuisiniers apparaissent bien souvent comme des personnages de comédie, et où leur art, hein, finalement, est grimé et moqué. Je m'appuierai notamment sur un passage du livre 10, où deux esclaves hein, qui appartiennent à un maître, hein, chez lequel donc arrive Lucius, hein, lorsqu'il est transformé en âne. Deux esclaves sont décrits donc comme l'un pâtissier, pistor en latin, qui confectionnait des petits pains et des gâteaux au miel. L'autre cuisinier, donc cocus, broyait des mélanges de haute saveur pour adoucir les ragoûts relevés par l'ardeur des sauces. Alors, je rappelle que ce terme de pistor, hein, qui est traduit dans l'édition des Belles Lettres hein, par pâtissier, désigne aussi bien ce qu'on pourrait qualifier d'un pâtissier que le boulanger. Donc c'est globalement hein, toute l'activité de transformation des céréales, hein, qu'il s'agisse de pain ou de gâteaux, hein, gâteaux qui dans le monde romain sont bien souvent à base de céréales, de miel également, on y reviendra un petit peu après.
Alors, ce qui m'intéresse ici, surtout, c'est la deuxième partie de cette citation, puisque dans cette citation, on peut relever effectivement certaines caractéristiques de l'art culinaire romain et ce qui est attendu du cuisinier. En fait, est décrit ici ce que doit être le talent du cuisinier, et notamment, on remarque l'importance du mélange des produits aromatiques, des saveurs, et c'est là que repose en effet le talent du couscous. Alors, les recettes de l'art culinaire d'Apicius, hein, donc, qui je le rappelle, hein, est un recueil compilé à la fin de l'Empire, hein, et non pas, comme on le dit souvent, une œuvre écrite d'une seule main par Apicius, qui d'ailleurs n'était pas un cuisinier mais un gastronome plutôt. En tout cas, les recettes de l'art culinaire d'Apicius éclairent hein, ce passage, puisque dans l'art culinaire d'Apicius, hein, il est possible, on le voit très bien dans de très très nombreuses recettes, hein, de relever eh bien, l'importance des épices, des produits aromatiques, et combien ces produits doivent être mariés de façon savamment réfléchie. Dans les recettes les plus complexes chez Apicius, et notamment des recettes de sauce qui constituent une majorité des recettes hein, que l'on peut lire, eh bien l'accumulation de produits peut nous paraître importante, voire indigeste. Mais tout le talent du cuisinier doit justement résider dans sa capacité à rendre ce mélange harmonieux et agréable en bouche. De même, la cuisson est un élément déterminant pour la réussite du repas, ce que l'on voit ici sur ce sarcophage hein, que je vous projette, qui vient donc d'Italie, hein, de Frascati. On voit donc l'art de la cuisson, l'art de la découpe et l'art du service, auquel on pourrait rajouter donc l'art des sauces. Ce seraient les quatre piliers finalement de l'art du cuisinier. Alors, cette cuisson est tout à fait déterminante, hein, notamment pour des viandes qui, bien souvent, hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de même que pour le poisson, peuvent être sous forme de conserve et de salaison. Donc, il n'est pas rare d'ailleurs hein, de cuire deux fois les viandes, hein, bouillies puis rôties, pour évidemment que leur texture hein, soit agréable et ôter également ce goût trop salé. Donc, dans la description que l'on trouve ensuite hein, de Photis, hein, qui voilà, attise l'envie hein, de Lucius, eh bien, on retrouve un petit peu ces éléments. Ce qui m'intéresse ici, c'est notamment cette recette hein, de saucisse qui tachée menu, qui est aromatisée également, notamment avec de la chicorée, hein, que l'on trouve fréquemment dans les recettes d'Apicius. Et justement, dans les recettes d'Apicius, une recette peut faire écho, même plusieurs recettes d'ailleurs, hein, peuvent faire écho à ce que l'on trouve chez Apulée, avec les fameuses saucisses de Lucanie, les Lucanicae. Il existe d'autres recettes de saucisses hein, qui suivent, mais j'ai choisi celle-ci qui est une des plus connues. Lisons-la donc, on peut voir hein, qu'il y a des connivences hein, avec ce que décrit Apulée. On pile du poivre, du cumin, de la sarriette, de la rue, du persil, des condiments, des baies de laurier, du garum. Donc on retrouve l'importance hein, des plantes aromatiques, de même que la chicorée donne du goût à la préparation de Photis. On ajoutera la chair bien pilée qu'on triturera de rechef avec le contenu du mortier. Après avoir ajouté du garum, du poivre entier, une grande quantité de graisse et de pignons de pain, on farcira un boyau long et très mince qu'on suspendra ainsi à la fumée. Alors, les Romains hein, appréciaient tout particulièrement ces préparations, servies notamment dans les tavernes, sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Et finalement, on a ici un élément emblématique hein, de la cuisine romaine. Et donc sur la diapo que vous avez sous les yeux, alors qui est peut-être masquée par la miniature hein, de la vidéo, eh bien, on peut voir justement, ce sont des éléments qui viennent hein, de Pompéi, donc des peintures murales. Sur ces peintures murales, on voit donc une tête de porc, et on voit également des brochettes et des préparations de charcuterie qui évoquent hein, ce que l'on peut lire ici. Passons à présent donc au banquet et à ses raffinements. Alors, avant toute chose, ce qui fait le charme du banquet, eh bien, c'est le cadre. C'est le cadre et les différents agréments qui permettent hein, de mieux savourer les plats au fil des différents services. Une salle à manger de type triclinium où les lits en fait, hein, enfin les couches, hein, sont disposées de façon perpendiculaire, hein, en forme de U. Alors je rappelle que les convives ne prennent pas place n'importe où. Il y a une hiérarchie à respecter. Donc l'invité le plus prestigieux sera placé près du maître, hein, tandis que les invités de second rang en seront plus éloignés. Il arrive même parfois que des qualités différentes de mets soient servies selon l'importance des invités. Donc il y a une véritable distinction et différenciation sociale hein, qui s'exerce au banquet. Mais au banquet. Voilà une fresque hein, qui permet de mettre en animation en quelque sorte hein, cet espace du triclinium,
où l'on voit donc les convives allongés, l'un à gauche qui est en train de s'installer, tandis qu'un esclave lui ôte ses chaussures et qu'un autre lui apporte une coupe à boire. On devine également les discussions animées entre les convives. Précédente, pour les tables également, au banquet auquel prend part et puis également dans l'extrait de Cicéron, sous la République, ont été justement adoptés pour tenter de réfréner, d'encadrer ces dépenses luxueuses et très très élevées, ont été adoptées des lois somptuaires, c'est-à-dire qui portent sur les dépenses. Donc elles commencent à être adoptées dans les années 180 avant Jésus-Christ. On en trouve tout au long du IIe siècle avant, on en trouve au 1er siècle avant, et on en trouve même au début de l'époque impériale, jusqu'au règne de Tibère, voire même de Vespasien. Alors, ces lois visent à réguler les comportements des élites afin qu'elles ne se ruinent pas dans des dépenses pour le plaisir. Il vaut mieux, effectivement, que ces élites utilisent leur fortune à bon escient, notamment pour l'intérêt du plus grand nombre. On trouve notamment une liste de ces différentes mesures, beaucoup de sources les mentionnent, mais par exemple dans le livre 3 au chapitre 17 de Macrobe dans les Saturnales, qui fait un petit peu la chronologie de ces mesures. Alors, ensuite, un autre passage d'Apulée, donc toujours au livre 2, donc c'est ici, fait écho au mobilier, et notamment au lit de table. Alors ici, il s'agit du passage consacré donc à Psyché et à l'histoire de Psyché. Et donc, ce qui m'intéresse ici, c'est un petit détail, donc au livre 5, au chapitre 3. Donc Psyché va prendre part à un banquet, elle se délasse après un bain, et il nous est dit qu'elle prend place donc auprès d'un lit-table en demi-cercle. Donc l'expression latine, c'est semi-rotundo. En réalité, ce lit de table en demi-cercle, justement, au tournant du IIe siècle, à l'époque donc d'Apulée notamment, eh bien, on observe, notamment dans l'iconographie, mais aussi dans l'archéologie, le développement et l'affirmation de ce modèle de salle à manger, donc qu'on appelle stibadium ou sigma, en demi-cercle. Ce qui offre plus de commodité, notamment pour les échanges, ce qui implique également une convivialité renforcée et une hiérarchisation moins stricte des convives. Donc ici, il s'agit d'une fresque qui vient donc des catacombes des Saint-Pierre et Marcellin. Et d'ailleurs, on retrouve aussi au premier plan les fameuses tables sur lesquelles sont disposés donc les mets. Et on voit un serviteur apporter probablement une coupe de vin aux invités. Alors, et l'archéologie évidemment nous livre aussi de telles installations. Alors, une fois à table, eh bien, il y a des règles à respecter. Donc, je viens d'en mentionner une, avec la hiérarchisation des convives, notamment dans la disposition des places. Et d'ailleurs, toutes ces règles sont rappelées par Plutarque, notamment dans les propos de table. Il donne par exemple le nombre idéal de convives qui doit être de 9. Il dit qu'au-delà, on risque la cacophonie. Et puis, des manières sont à respecter. On les devine au livre 10 des Métamorphoses d'Apulée. En effet, alors que Lucius est encore un âne, eh bien, l'un de ses maîtres tente de lui apprendre les bonnes manières. Et donc, Lucius raconte qu'il m'enseigna d'abord à fond l'art de m'allonger à table appuyé sur le coude, ensuite celui de boxer ou de danser en dressant mes pattes avant. Enfin, clou du spectacle, celui d'ajuster des signes de tête à des mots, tête en arrière pour non, en avant pour oui, yeux tournés vers les chansons si j'avais soif, cligner alternativement pour réclamer à boire. Donc ici, évidemment sur le ton de l'humour, on devine les codes du banquet, et notamment la gestuelle, le rôle du corps aussi, qui sont tout à fait importants. Et à ce titre, un ensemble de règles doivent être respectées. En effet, bien loin du cliché de repas orgiaque où tous les excès seraient permis, et bien au contraire, la retenue, la mesure sont de mise, et certaines règles de bienséance sont tout à fait fondamentales. Celles-ci nous sont rappelées notamment par une inscription fameuse de Pompéi, de la maison du moraliste. Donc voici la photo donc, de cette inscription, qui est peinte de façon délicate dans la demeure, et en voici donc la traduction. Donc qu'un esclave lave tes pieds à l'eau, qu'il les essuie quand ils sont humides, qu'il couvre le lit de table avec un drap, prends garde de ne pas salir notre linge en lin. Donc ça peut faire écho évidemment à ce passage d'Apulée où Lucius doit apprendre à prendre place sur les lits de table. Renonce à tes attitudes lascives et à jeter des yeux séducteurs vers la femme d'un autre homme. Que la pudeur
soit toujours dans ta bouche. Évite les discussions sources de querelles si tu le peux. Sinon, sors et rentre sous ton toit. Donc on voit évidemment ici que, bien loin des clichés habituels comme je le mentionnais, au contraire, hein, une certaine morale doit régner au banquet. Même si évidemment des excès ont pu avoir lieu, mais la norme, hein, consiste justement au respect de ces règles. Intéressons-nous à présent plus en détail aux délices du banquet. Dans le livre 4, alors que Lucius est transformé en âne, capturé par des voleurs, hein, qui le ramènent dans leur antre, hein, où se trouve donc une vieille femme, hein, qui semble, hein, les protéger, veiller sur eux, eh bien un repas est organisé pour les voleurs, hein, repas autour duquel, hein, ces voleurs se réjouissent, hein, suite à leur succès et à leur larcin. Mais ce qui m'intéresse ici, donc dans ce livre 4, hein, chapitres 7 et 8, eh bien, c'est qu'on a presque un anti-banquet. En effet, lisons le passage. Mes très chers, loyaux et valeureux jeunes messieurs libérateurs, tout est à votre disposition pour vous, et en abondance. Des viandes bien goûteuses et fricotées à point, du pain à discrétion, des coupes astiquées à fond remplies à rabord de vin, et puis, comme de juste, de l'eau bien chaude toute prête pour prendre de suite votre bain. Sitôt qu'elle eut achevé, ils se déshabillèrent complètement, et, tout nus, revigorés par le souffle d'un fort grand feu, aspergés d'eau chaude, frictionnés d'huile, s'installèrent à des tables largement garnies de victuailles. Une fois pareillement ravigotés d'un bon bain, ils se couchèrent sur les lits avec leurs co-associés, et ceux qui furent tirés au sort firent le service. Viande, pain, coupe, tout est baffré et engouffré en pagaille. Par goinfré, goulafré, galimafré, on s'égaie à pousser des gueulantes, on s'essaie à brailler la goualante, on se lance des injures pour rire, tout finit par ressembler à un banquet de lapites, mi-homme, mi-bête, féroce et de centaures thébains. Alors, comme je le disais, cette description donne à voir plutôt un anti-banquet, en quelque sorte. Aucune hiérarchie n'est respectée. N'importe qui peut devenir serviteur en étant tiré au sort, comme lors des Saturnales où les rôles s'inversent, où les serviteurs peuvent devenir maîtres, et vice-versa. Le seul mets qui est mentionné, c'est la viande dont on se goinfre. Or, pour les Romains, se goinfrer de viande est un signe de barbarie, voire de sauvagerie, ce qui aide à comprendre, évidemment, la comparaison avec les centaures, hein, qui sont un symbole de cette sauvagerie. En outre, il n'y a pas de discussion harmonieuse, loin de l'inscription de la maison du moraliste. Tout est goinfrerie, vulgarité et cri. Tout ceci souligne évidemment la basse condition de ces voleurs, qui tentent d'imiter les élites, mais ne peuvent que les parodier. Un peu comme Trimalchion, finalement, dans le Satyricon de Pétrone, qui, certes, malgré sa richesse, eh bien, ne fait que tomber dans la vulgarité, ce qui fait évidemment le comique de son repas. Dans la littérature, et notamment chez Apulée, mais aussi chez Pétrone, on trouve bien souvent une profusion de nourriture, mais qui contraste avec la simplicité de repas que l'on peut trouver dans d'autres sources littéraires, dans d'autres textes, notamment dans les correspondances, telles celles de Pline le Jeune, ou même chez des satyristes comme Juvénal ou Martial, qui rapportent des repas tout à fait simples et frugaux. Sur le vin. En effet, pour se moquer de l'âne, hein, certains proposent du vin pur, s'attendant à ce que l'âne en boive, puisque on essaie de tester son goût et son dégoût. Du coup, c'est intéressant de voir ici finalement que l'humour repose sur les normes de la table en quelque sorte, et sur les normes gustatives de l'époque. On lui propose du vin pur, comme pour l'humilier, et si jamais il le boit, eh bien cela finalement est bien digne d'un animal. Mais finalement, lui donner du mulsum, du vin mielé. Eh bien, ce vin pur, ce mérum, ce vin pur, en réalité, le boire, c'est être un barbare, une fois de plus. C'est être un sauvage, c'est être quelqu'un de non civilisé. Effectivement, comme on le sait bien, le vin à Rome, hein, est bu toujours mêlé d'eau. Le vin pur n'étant donné que dans des prescriptions médicales, hein. C'est uniquement dans un but thérapeutique, hein, qui peut être prescrit. Mais à l'inverse, le vin mielé, donc le mulsum, hein, qui peut être agrémenté également d'aromates, eh bien, constitue un raffinement très apprécié. Donc ici, on a une opposition très très forte, hein, entre deux boissons qui finalement se trouvent, hein, à deux extrémités sur une échelle de valeur, entre la boisson du barbare, qui est imbuvable pour un Romain, hein, à part si le médecin le prescrit, et de l'autre côté, une boisson qui est particulièrement appréciée au banquet, notamment au début, pour accompagner la gustatio, c'est-à-dire les différentes entrées. Ensuite, donc on retrouve bien, hein, ces trois éléments dans la recette d'Apicus. Donc finalement,
Ce que décrit Apulée, cela correspond en réalité de la table des élites. Je dis bien des élites, puisqu'évidemment, qu'il s'agisse du laser ou du poivre, ce sont des produits, ou même le garum, qui peuvent être d'un coût assez élevé lorsqu'ils sont de qualité et lorsqu'ils sont importés. Alors, je voudrais revenir aussi un instant sur autre élément me semblait intéressant à relever, qui se trouve donc au deuxième livre. Euh, Lucius rapporte donc qu'à midi précis, on m'apporta de la part de Byrène un petit cadeau de bienvenue, des xéniolas, donc avec un diminutif, puisque c'est un mot qui dérive du grec et du terme de xénia. Un porc gras, 5 poulardes et 72 setiers d'un vin vieux de haut prix. Alors, ce passage est assez intéressant parce qu'il révèle aussi certaines pratiques liées à l'hospitalité et liées au banquet. Il est en effet d'usage qu'à la fin du banquet, les invités puissent repartir avec soit des restes ou même des cadeaux qui peuvent prendre la forme de vaisselle ou de nourriture. Mais il est également possible, c'est bien attesté dans la littérature, dans les correspondances, d'envoyer à des amis des cadeaux sous forme de nourriture ou d'aliments. Qu'il s'agisse de volailles, qu'il s'agisse de vin par exemple. Et justement, à la fin des épigrammes de Martial, on trouve toute une liste de cadeaux possibles et qui peuvent être justement offerts dans ce contexte. Donc là, il s'agit évidemment d'une pratique périphérique du banquet, on pourrait dire, et qui soude les sociabilités et les amitiés dans le monde romain. Jusqu'ici, on s'est intéressé plutôt au monde des élites, au raffinement, même si évidemment, dans l'œuvre d'Apulée, l'humour est bien souvent de mise. Intéressons-nous à présent au monde des plus humbles, qui transparaît à plusieurs reprises dans l'œuvre d'Apulée, et également au monde des auberges, qui tiennent une place tout à fait importante justement dans le récit d'Apulée. Sur ma diapo. Les auberges sont également des lieux où la prostitution est monnaie courante, et justement l'aubergiste Méroé n'hésite pas dans l'œuvre d'Apulée à avoir des relations sexuelles. On a des inscriptions, notamment la fameuse inscription d'Isernia, euh, donc en Italie, où euh, l'aubergiste, donc sur son épitaphe en fait, a fait retranscrire une addition, c'est-à-dire comme une scène courante de sa vie où le client règle ce qu'il doit payer. Eh bien, on trouve justement l'importance de la prostitution, donc ce qui conforte l'image de lieux peu fréquentables. Et justement, dans les métamorphoses d'Apulée, l'aubergiste Méroé est en fait, se révèle être une terrible sorcière qui n'hésite pas à poursuivre le malheureux client qui s'est réfugié dans une autre auberge pour l'assassiner. Donc tout cela renforce l'idée de lieux où l'on mange mal, de lieux enfumés, de lieux où les clients et même les propriétaires sont peu fréquentables et où la sorcellerie n'est jamais très loin également. Donc cela fournit évidemment un cadre tout à fait propice pour l'intrigue qui est mise en scène par Apulée. Enfin, je voudrais terminer. Eh bien, c'est ce que l'on retrouve ici, du fromage et de la pâte dans l'œuvre d'Apulée. Donc mélangez de la même façon fromage et semoule, faites-en des boules de la grosseur que vous voudrez. Dans un chaudron de cuivre chaud, mettez de la graisse, faites frire, une à une ou par deux, et retournez fréquemment avec deux baguettes. Une fois frites, retirez-les, enduisez-les de miel, saupoudrez de pavot et servez. Donc là, cette combinaison des céréales avec le miel, également donc du fromage, c'est quelque chose d'assez caractéristique des recettes de gâteaux romains que l'on peut trouver notamment chez Caton. Je vous renvoie également à la fameuse recette du placenta qui utilise aussi du fromage, de la pâte, du miel, et donc qui fournit des gâteaux assez consistants et consommés du plus grand nombre, mais appréciés de tous. Alors, également, dans le livre 1 d'Apulée, on peut aussi retrouver un marchand du nom d'Aristomène qui vend du miel et du fromage aux aubergistes de Thessalie, d'Étolie et de Béotie. Donc cela reflète aussi finalement les nourritures que le plus grand nombre peut consommer au quotidien, notamment lors du repas du midi, le prandium, ou même le matin lors du ientaculum, donc qui sont des repas pris sur le pouce, et où le fromage aux côtés du pain, des légumes, des fruits, comme ces figues par exemple, qui sont présentées sur cette fresque de la Villa de Plontis, eh bien, cela constitue la pitance finalement, aux côtés de bouillie, de ragoût, de pain, pour le plus grand nombre donc au quotidien. Et également des charcuteries, des saucisses, comme on a pu le voir.
Alors pour conclure, ce bref aperçu des descriptions alimentaires dans les métamorphoses d'Apulée, mais il y aurait bien d'autres extraits à commenter, témoigne bien de la manière dont l'historien peut appréhender et analyser les réalia disséminés dans les textes littéraires antiques pour écrire l'histoire de l'alimentation dans le monde gréco-romain. Derrière, ce qui peut paraître de prime abord comme des détails anodins, comme des simples éléments de description dans la narration, eh bien ce sont en réalité des normes, des goûts, des systèmes de valeurs et de représentation d'une époque qui se donnent à voir et qui peuvent être analysés. Juste avant de vous laisser, je vous rappelle donc que dès que les musées pourront rouvrir, hein, sera proposée au public hein, l'exposition donc Une salade César hein, au musée Lugdunum de Fourvière, donc de la taverne au banquet, et qui propose justement un aperçu hein, de la table des Romains et qui se tiendra normalement donc jusqu'au 4 juillet 2021, mais que vous pouvez d'ores et déjà découvrir en ligne avec une visite virtuelle hein, sur le site internet du musée Lugdunum. Je vous remercie pour votre attention et je remercie également les organisateurs du festival pour cette invitation et cette possibilité de présenter la table chez Apulé. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.